Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors Nadia vient de dire qu'on était un peu marqué par l'épidémie, et c'est un petit peu vrai particulièrement pour cette conférence, puisque moi j'ai donc fait une rencontre virtuelle avec Lucie Carr au cours du confinement, c'est-à-dire que comme le temps était long, j'étais sur Internet, de fil en aiguille sur YouTube, j'ai fini par trouver une vidéo, et bon, j'ai suivi la chaîne, et donc cette chaîne proposait une playlist qui s'appelle Compte à rebours. Et donc c'est à partir de là que j'ai fait connaissance du travail de Lucie Carr et de Fabien Campaner. Et donc vous expliquerez peut-être comment vous y prenez. Et lorsque le sujet de la transmission a été évoqué, donc ça m'a semblé une bonne idée de proposer de contacter Lucie. Et donc il y a eu une première invitation qui n'a pas pu être concrétisée toujours à cause de l'épidémie l'année dernière. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir recevoir Lucie. Alors, Lucie Carr, vous avez été donc doctorante en histoire sur un sujet qui aussi stimule un peu l'imagination, c'était sur les pirates et les corsaires. Vous avez contribué d'ailleurs à une histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Avant de bifurquer dans vos études sur la filière Infocom, pour devenir finalement donc médiatrice culturelle. Et en Bretagne, aujourd'hui, vous animez une bibliothèque ambulante, un brin de folio, et parallèlement, donc, vous êtes youtubeuse sur cette chaîne, donc Lucie Carr et Fabien Campaner. Et donc, je vais vous laisser nous présenter votre travail, et en particulier votre travail sur les contes, puisque c'est l'objet de cette émission que vous faites depuis 5 ans déjà. C'est la 5e émission qui est venue. Vous présenterez vous-même peut-être le rythme et votre choix pour expliquer votre travail aux adhérents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors peut-être que j'allume, ça sera mieux. Hop. Voilà. Est-ce que vous... Non ? Ça va mettre un peu de temps. Est-ce que c'est mieux ? Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc oui, je vais vous présenter un petit peu plus précisément le travail de la chaîne YouTube un peu rapidement. Donc c'est une chaîne à laquelle je participe avec du coup Fabien Campaner, qui est mon conjoint, et qui lui s'occupe plus de tous les aspects, on va dire réellement audiovisuels, puisque c'est son métier. Mais on travaille quand même les deux sur le sujet. Alors on a commencé au tout début par des vidéos qui étaient vraiment plus histoire et cinéma, un programme qui s'appelle On va faire court, où en fait on s'intéressait à l'image que pouvait avoir le grand public de certaines grandes thématiques historiques. Je vais vous donner des exemples, par exemple les Spartiates, le roi Arthur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir également les Vikings, exactement. Donc, comment ça pouvait être perçu par le grand public, notamment par le biais du cinéma, parce que ça transmet énormément d'images sur des personnages et des moments historiques, et comment on confrontait ça avec la réalité des faits. Donc ça, c'était une première émission. Et puis, effectivement, il y a quelques années, j'ai eu envie de proposer quelque chose sur les contes, parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et pour les fêtes, parce que bon, les contes, je trouvais que ça allait très bien avec le moment des fêtes de Noël. Donc c'est une émission qu'on sort uniquement à ce moment-là. Et du coup, pour l'instant, il y en a une par an sur différents contes. Et ça m'a permis, après un premier parcours en histoire, de pouvoir parler aussi de choses que j'avais pu découvrir avec les métiers du livre, du coup, parce que donc, c'est la licence Médite, donc métier du livre, que j'ai fait à La Roche-sur-Yon. Voilà. Donc je reviens à La Roche-sur-Yon ce soir. Alors du coup, je vais vous parler des contes. Et en fait, on va déjà partir d'un principe très très simple, c'est essayer de définir tout ça. Parce que bon, c'est un mot de langage courant qu'on a l'impression qu'on connaît un peu tous. Mais si on se penche un petit peu sur la définition, on se rend compte que ça peut être assez vaste. L'exemple tout simple, si on regarde la définition du Larousse pour conte, on a un récit, en général conte, de faits imaginaires. Et avec ça, on ne va pas très loin, parce que si on s'arrête à cette définition-là,
Qu'est-ce qui la différencie une nouvelle ou un conte? Ça reste assez flou. Alors déjà, une première chose qu'on peut dire, et qui fait que la définition est obligée d'être aussi large, c'est qu'un conte, c'est à la fois un genre littéraire et un récit. On a les deux en parallèle. On parle autant de contes pour dire dans quelle catégorie un texte va rentrer que pour le conte en lui-même. Et on rajoute à cela qu'il y a une pratique derrière. Le conte, c'est aussi des conteurs et des gens qui écoutent le conte. Voilà. Donc forcément, avec tout ce mélange au départ, on a l'impression qu'on peut à peu près ranger tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc on va essayer de voir un petit peu plus clair dans tout ça, et on va pour ça partir sur un petit historique, essayer de voir d'où ça vient, et quelles ont pu être les métamorphoses du conte, et qu'est-ce qu'on en fait nous aussi, personnellement, à l'heure actuelle, avec ces réadaptations, avec des visions plus modernes, etc. Alors, petit historique. Hop. Ça, je pense que c'est à peu près clair dans la tête de tout le monde, parce qu'on pense en conte, on pense aussi aux conteurs, mais c'est important de leur dire, au tout départ, c'est pas du tout un genre littéraire, puisque c'est une pratique de l'oral. Quelque chose qu'on est incapable de dater, puisqu'a priori, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, d'avoir une personne qui raconte un récit à une assemblée. Voilà. Dans un élément plus ou moins codifié selon les périodes historiques, selon les cultures. Mais donc on a un récitant qui ne s'improvise pas conteur, qui en général a tout un apprentissage derrière, qui a aussi tout un ensemble de contes qui sont appris, qui lui appartiennent, etc., qui va les dire d'une certaine façon, dans un certain contexte, à un auditoire. Un auditoire qui, bien évidemment, est tout public. C'est important de le préciser parce que actuellement, quand on pense conte, on peut très bien se dire que ça se limite uniquement à un public enfantin. Donc, au départ, le conte, ça s'adresse à tout le monde, aux enfants comme aux adultes, puisque c'est l'assemblée qui va être devant le conteur. Donc, c'est avant tout un art de l'oralité au départ, et ça l'est toujours aujourd'hui. On a l'existence du conte littéraire, mais on a toujours des pratiques de conteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais il existe des festivals où des conteurs de différents pays peuvent venir présenter des contes. On en retrouve aussi de façon plus ponctuelle comme ça sur des animations dans certains lieux, etc. Donc c'est toujours une pratique vivante, même si évidemment elle est beaucoup moins diffusée qu'elle a pu l'être à certaines époques. Et ça existe toujours. Et donc, c'est ça, toute première forme. Une pratique immémoriale donc, mais aussi universelle. Il n'y a aucune ère culturelle actuellement dans laquelle on n'ait pas retrouvé des traces de pratiques, de contes, de récits, etc., qui nous sont parvenus dans toutes les populations, en tout cas, dont on a encore des éléments culturels. Après, tout le monde a pratiqué ça. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est seulement par la suite que ça va devenir un genre littéraire. Et là, on va faire un gros bond dans l'histoire, puisqu'on a dit que les origines sont difficiles à dater, mais à peu près dans les origines de l'humanité, on a des contes. Là, on fait un gros bond, puisqu'on arrive à la période médiévale, pour avoir vraiment les premières versions écrites. Mais là encore, c'est assez difficile d'essayer de retrouver des traces assez précises des contes, puisque on a l'oralité et l'écrit qui se mélangent énormément. C'est dans la culture médiévale. Vous savez peut-être, l'écrit, c'est avant tout pratiqué, alors soit par les religieux, essentiellement, soit par les élites politiques, etc. Mais l'ensemble de la population n'est pas forcément lettrée. Donc on a toujours énormément d'importance de la culture orale. Donc on a l'oral et l'écrit qui se mélangent et qui s'interpénètrent. C'est-à-dire que les récits écrits, racontés de façon orale, sont modifiés par le conteur, par l'auditoire qui l'écoute et qui peut le retransmettre ensuite par écrit d'une façon différente. Donc ça s'interpénètre totalement. Mais on a déjà des premières traces de contes pour l'époque médiévale et qu'on ne va pas retrouver dans des textes qui seront explicitement marqués comme étant des contes, mais qui vont se retrouver par exemple dans des chansons, dans des poèmes,
dans ce qu'on appelle également des exemples-là, donc des choses qui sont plus reliées aux vies des saints ou aux vies des grandes personnalités religieuses et qui servent à donner des exemples de moralité, qui vont être racontés aussi un peu sous la forme de petits récits avec une forte teinte religieuse. Donc, mais on a des premières fixations de textes qui ressemblent à ce qu'on appelle des contes. Et là, on va vraiment avoir un tournant, ça va être fin 15e, début 16e siècle, et dans une partie particulière de l'Europe. Alors, je précise que je vais m'orienter surtout sur les contes d'un point de vue occidental, parce que tout simplement, je ne suis pas du tout assez spécialisée pour le reste du monde. On a vu au début, c'est une pratique universelle. Évidemment, ça va être différent dans d'autres aires culturelles. Là, je vais me focaliser plutôt sur l'Occident. Donc là, où il va y avoir vraiment un tournant en Europe, pour l'écrit en tout cas, ça va être en Italie. En Italie, on va commencer à avoir des premiers recueils de contes, et on va avoir deux personnages extrêmement importants pour ça. Ces deux messieurs, alors je trouve que c'est à peu près les deux seules représentations picturales qu'on a de ces deux auteurs. Donc, d'une part, on a Gianfrancesco Straparola. Je ne vais pas essayer de faire un accent italien parce que ça ne va pas être terrible. Et donc, Giambattista Basile. Alors, le premier, Straparola, on lui doit un recueil de contes qui s'appelle Les Nuits facétieuses. Et donc, il va utiliser la tradition populaire, la tradition orale, les contes qui se racontaient notamment à la veillée en Italie. Et il va les coucher sur papier en les mettant bien évidemment un petit peu avec à sa sauce d'auteur, mais il va les rassembler dans un texte, alors avec un contexte un petit peu particulier. C'est quelque chose qui était très à la mode à l'époque, c'est-à-dire que ce sont des récits enchâssés dans des récits. Vous connaissez le principe des Mille et Une Nuits, où c'est Scheherazade qui raconte, et puis après on rentre dans les contes, et parfois on rentre dans un conte, dans un conte, dans un conte, il y a même plusieurs niveaux. Là, c'est un peu plus simple, mais c'est un peu le même principe. C'est qu'on va avoir des femmes et des hommes qui passent une nuit ensemble à Murano et qui se racontent chacun des contes. Voilà, et c'est mis en scène de cette façon-là. Et parmi ce recueil de contes, on va trouver deux contes très importants pour la suite. Un conte intitulé Le Roi Porc, qui est en fait une version de La Belle et la Bête, et la version du Chat Botté. Voilà. Donc des contes qui vont être transmis par la suite. Alors, le Chat Botté ne s'appelle pas non plus le Chat Botté parce que déjà son personnage principal n'est pas un chat mais une chatte. C'est une femelle. Mais bon, on a vraiment ces versions, les premières versions couchées sur papier de La Belle et la Bête et du Chat Botté, même si elles ont des titres différents. Sachant bien évidemment que c'est pas du tout un Straparola qui les a inventés. Je dis, il part d'une matière populaire et c'est des contes qu'on retrouve sous des formes diverses à travers toute l'Europe et même dans d'autres pays du monde déjà auparavant. Mais là, je parle vraiment d'une mise à l'écrit. Et donc, le deuxième personnage, c'est Giambattista Basile. Alors, Giambattista Basile, il a aussi été un personnage politique italien assez important. Il a été gouverneur de plusieurs petits États, il a été soldat. Et du coup, c'est souvent lié, vous verrez dans l'histoire des contes, on s'intéresse à son pays, on s'intéresse à la politique, et du coup on s'intéresse à son folklore, et à sa littérature, et à ses contes populaires. Et c'est par ce biais-là qu'il va s'y intéresser beaucoup. Et il va pareil, recueillir un petit peu des récits, se rappeler de ceux qu'il a pu entendre au cours de sa vie, et il va faire un recueil qui s'intitule donc Le Conte des Contes. Alors est-ce que, comme ça vous dit quelque chose, Le Conte des Contes ? À personne. Il y a eu une adaptation cinématographique il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été faite par le réalisateur italien Garrone. Donc celui qui a fait notamment Gomorrah. Donc qui avait adapté Le Conte des Contes. Alors c'est une version internationale, puisque dans le casting on a autant des acteurs américains que des acteurs français. On a Vincent Cassel dedans. Mais qui est du coup une adaptation de ce recueil de contes, et on a donc plein de petites histoires comme ça qui ont été réalisées. Et alors c'est passé souvent sous les radars au niveau de l'aspect conte, puisqu'en fait c'est des choses qui sont assez dures, assez sombres, même dans l'esthétique. C'est pas du tout un film pour enfants, pour le coup c'est vraiment à destination des adultes. Et il a vraiment adapté ce qui, dans la culture italienne, est
un grand classique dans les contes et qui est extrêmement... ça peut s'attaquer à un monolithe de la littérature italienne. Voilà. Donc, ces pionniers, Straparola et Basile, eh bien, ils vont très fortement influencer d'autres auteurs, puisque du coup, ils ont mis par écrit ces recueils de contes, ils sont imprimés, et même si, évidemment, on n'a pas une diffusion au niveau best-seller comme on peut avoir à l'heure actuelle, ça va quand même circuler, en particulier chez les lettrés européens, qui vont trouver ces histoires assez intéressantes, et notamment à la cour de France. Et c'est là qu'on va passer encore à une autre époque, et à la naissance des contes de fées. Expression qu'on utilise de façon courante pour parler des contes, mais qui en fait fait référence à quelque chose de très spécifique, qui en fait est apparu au XVIIe siècle. Et l'expression même est à l'origine celle qui a été créée par une femme, par Madame d'Aulnoy, quand elle a commencé à faire son propre recueil de contes. Un conte de fées, c'est quoi la différence avec un conte de façon plus générale? C'est qu'il va y avoir forcément du merveilleux, d'où les fées. Et normalement, si on était très très orthodoxe, c'est censé ne s'appliquer que à cette portion des contes qui ont été créés au XVIIe siècle dans les salons, notamment de la cour de France. Évidemment, ça s'est élargi par la suite. Alors, qui est cette fameuse Madame d'Aulnoy? On est fin XVIIe, on est en 1690, et elle publie un livre qui s'appelle L'île de la félicité, donc où elle parle pour la première fois de contes de fées. Et là encore, on va avoir un recueil de contes. Et pourquoi spécifiquement une dame de la noblesse française? Alors déjà, parce que les livres des Italiens vont quand même plus circuler dans les salons que, évidemment, dans les tavernes, forcément. Et puis parce qu'à l'époque, il y a une très célèbre querelle qui a lieu dans les milieux culturels français des lettrés, c'est la querelle des anciens et des modernes. Alors pour certains, ça remonte au cours, je crois qu'on voit ça dès le collège, la querelle des anciens et des modernes. Donc, pour résumer et faire très simple, les anciens, pour eux, le modèle indéplaçable, c'est l'Antiquité, qu'elle soit gréco-romaine. On n'a jamais fait mieux. Voilà. Donc il faut les imiter en tout, en art en tout cas. Donc il faut faire de l'architecture classique, il faut respecter les proportions de la statuaire de l'époque, il faut se référer à leurs textes, il faut que la littérature s'en inspire. Voilà, grosso modo, ça c'est pour les anciens. Les modernes, au contraire, veulent se détacher de ce modèle antique, soi-disant indiscutable, pour s'inspirer au contraire de ce qui fait la particularité du temps, pour renouveler un peu les récits, pour s'inspirer notamment du populaire, et donc changer un petit peu la donne. Et les contes, justement, vont trouver une assez bonne place là-dedans, puisque comme on l'a vu, c'est quand même issu à la base d'une tradition orale populaire, même si ça fait des allers-retours, évidemment, avec les versions écrites qui, elles, sont faites par les lettrés. On l'a vu, que ce soit Straparola ou Basile, ils partent de la matière populaire pour faire leur livre. Donc, c'est une façon de faire des récits qui ne sont pas inspirés de l'Antiquité, mais bien d'une matière populaire. Alors, Madame d'Aulnoy n'avait pas forcément toute cette idée précise en tête au moment où elle a écrit ça pour la querelle des anciens et des modernes, quoique, mais vraiment celui qui va mettre en fer de lance les contes de ce côté-là, et bien c'est notre cher Charles Perrault. Charles Perrault, il a lu évidemment ce qu'a écrit Madame d'Aulnoy, ça l'intéresse beaucoup, ça circule dans les salons, et il y voit justement l'occasion de continuer cette fameuse querelle à laquelle il avait beaucoup pris part, lui, en tant qu'à la fois lettré et homme politique, puisque ça a été un homme assez important dans la cour de Louis XIV. Il était notamment un protégé de Colbert, et lui, c'est un grand défenseur, justement, des modernes. Il avait fait scandale à l'époque parce qu'il avait écrit un texte à la gloire, justement, des rois, et notamment de Louis XIV, au lieu de se référer, justement, au modèle antique. Donc c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup.
En plus, on est à un moment donné où il a perdu justement de l'influence à la cour, puisque le père n'est plus présent, il s'est retiré dans sa maison, il s'occupe de ses enfants, chose assez rare pour l'époque. Et du coup, il s'intéresse à ces petites historiettes qui sont notamment racontées par les gouvernantes. Il y voit l'occasion justement de mettre au goût du jour des récits populaires. Et il va donc faire publier ces petits récits, ces petits contes, qui sont devenus extrêmement célèbres. Alors les tout premiers, on a donc dans son premier recueil La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La barbe bleue, Le chat botté, Les fées, Cendrillon, Riquet à la houppe et Le petit poucet. Alors son chat botté qui est très fortement inspiré évidemment de celui qui avait été repris par Straparola. Et c'est à peu près sûr que Charles Perrault l'ait eu entre les mains. Peut-être même plus la version de Basile d'ailleurs, qui est peut-être un peu plus proche parce qu'il y a pas mal d'humour. En tous les cas, quoi qu'il arrive, il a forcément soit entendu parler, soit vu passer un texte, etc. Donc, qui l'a fortement influencé. Et donc, ces petits contes vont avoir énormément de succès à la cour et ça va lancer toute une vogue. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre, fin 17e, à écrire des contes. Ça devient même un jeu de salon. Vous savez, comme on a souvent cette représentation de faire des petits mots d'esprit dans les salons à l'époque, le film Ridicule de Patrice Lecomte illustrait très bien ça. Et ben c'est ça, c'est à qui va pouvoir inventer son petit conte un peu facétieux, avec bien évidemment une petite morale, qui est ce que fait notamment Charles Perrault, et ça devient un jeu de cour, vraiment. Et toute cette matière populaire que vous aviez au départ, elle va du coup considérablement se transformer. Puisque en passant entre les mains de ces lettrés de cour, elle va passer aussi à travers le filtre de leur propre morale. Alors, les contes de Charles Perrault, quand on a les versions originales, évidemment, il y a des petites morales à la fin, il y en a souvent plusieurs d'ailleurs par contre. C'est pas quelque chose qui était du tout présent dans les premières versions écrites, ou même qui était raconté comme ça la veillée. Les conteurs ne terminaient pas leur histoire par une morale. Le récit était censé en lui-même transmettre des choses éventuellement, et il pouvait les orienter dans un tel ou tel sens, et voilà, c'était pas formalisé à la façon de Perrault. Mais là, on est dans une catégorie de population qui, du coup, va passer ses histoires populaires à travers le prisme de ses propres valeurs. Et ses propres valeurs, ça veut dire déjà uniquement choisir des personnages issus de l'aristocratie. On va prendre... ou alors, en tout cas, si c'est pas le personnage principal, il faut qu'à la fin, il finisse par quand même une réussite sociale d'un point de vue aristocratique, qu'il découvre, par exemple, qu'il est issu, en fait, d'une famille royale, princière, etc. On va aussi faire des clins d'œil à tout ce que la cour aime à l'époque. Par exemple, on aime beaucoup l'exotisme. On trouve très souvent des portraits à l'époque de dames avec des petits singes, par exemple. Et ben voilà, on va mettre des petits singes pareils dans les contes. On va faire des clins d'œil au luxe. Quand on va écrire des histoires, on va dire que les personnages sont, par exemple, dans des palais avec des objets très précieux, en verre, en or, etc. Des choses qui n'étaient pas forcément présentes dans les récits oraux, mais qui flattent justement ce type de population. Et aussi, on va lui faire dire des morales qui correspondent bien au code de la société à l'époque. Alors, je pourrais le faire pour le Chat botté, mais j'ai envie de le faire pour un autre conte qui, du coup, n'a pas été repris, lui, par le Charles Perrault, mais par une autre auteure. On a parlé tout à l'heure de La Belle et la Bête, donc une version qui avait été déjà écrite par Straparola sous le titre Le Roi Porc. En fait, la toute première version écrite de La Belle et la Bête avec ce titre, La Belle et la Bête, on la doit à une auteure. J'insiste, ce mouvement des contes de fées à l'époque, c'est beaucoup les femmes aussi qui y participent. Et donc cette auteure, c'est Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Gabrielle Suzanne de Villeneuve, elle s'est retrouvée veuve très jeune, à 26 ans. Et du coup, elle s'est mise à écrire, parce que du coup, elle n'était plus vraiment sous la pression d'avoir une conduite sociale particulière vis-à-vis de son mari. Donc elle écrit, et elle va notamment écrire cette toute première version de la Belle et la Bête dans un recueil, encore une fois, qui s'appelle La jeune américaine et les contes marins. Donc, et là, on va voir qu'elle a bien lu son Straparola, même si on n'a pas de preuves, parce qu'on a encore une fois un récit enchâssé dans d'autres récits, c'est-à-dire qu'on a des gens sur un bateau qui racontent des contes. Donc
Voilà, c'est exactement la même chose. Et donc elle s'approprie La Belle et la Bête, et c'est une version qui est du coup très proche de celle qui nous est parvenue, dans le sens où on a donc cette jeune fille qui va se retrouver prisonnière d'une bête et qui va en tomber amoureuse, à peu près. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce conte, on s'aperçoit qu'il transmet beaucoup de valeurs de l'aristocratie, et notamment le fait que le mariage pour la jeune fille, c'est avant tout une question de statut social et non pas d'amour. Parce que La Belle et la Bête, elle nous est souvent vendue comme ça, comme une belle histoire d'amour. Je pense que quand on se la représente, on se dit, bah voilà, c'est l'histoire de voir au-delà des apparences. La bête est laide, mais elle a un cœur d'or, etc. C'est pas du tout ça, le récit de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Pas du tout. Il n'est jamais dit, il n'est même jamais question réellement d'amour dans cet ouvrage. C'est tout simplement le fait d'être reconnaissante, d'avoir un mari qui, même si son aspect extérieur n'est pas terrible, vous offre une vie de palais et d'être protégé au niveau financier. Voilà. C'est essentiellement ça. Il n'est pas question, on a souvent parlé d'ailleurs de syndrome de Stockholm pour la Belle et la Bête, voilà, la prisonnière qui tombe amoureuse de celui qui l'emprisonne. Même pas, c'est vraiment purement simplement une demoiselle qui se retrouve dans un palais extrêmement luxueux. Quand je parlais des clins d'œil au luxe et à l'exotisme de l'époque, on retrouve tout à fait ça. On a une ménagerie de petits singes, on a des jardins d'hiver, etc. C'est très calqué sur les goûts de l'époque dans les salons. Et vraiment, c'est ce personnage de la bête, qui est d'ailleurs plus proche d'un reptile que d'un fauve à l'époque, au niveau de l'aspect extérieur, qui va offrir tout simplement cette stabilité et ce mariage qui n'a rien à voir avec de l'amour pour la belle. Et c'est à tel point ancré dans les mœurs aristocratiques qu'en fait on apprend à la fin du récit que finalement la belle comme la bête sont d'origine aristocratique. Ils sont tous les deux princes et princesses, et qu'en plus qu'ils sont cousins et cousines. Voilà. Donc ça colle parfaitement, puisque le mariage, comme ça, entre cousins et cousines à l'époque, dans l'aristocratie, c'était justement ce qu'on cultivait pour éviter de faire rentrer un sang extérieur, etc. Donc on retrouve vraiment un récit qui se colle complètement à son milieu, et qui est très loin des premières versions orales, qui pouvaient peut-être avoir un aspect justement qui confrontait plus la pureté d'une jeune fille avec la bestialité d'une créature, etc. Là, on en est vraiment assez loin de ce point de vue-là. Voilà. Donc, les contes qu'on avait au départ de matière populaire se polissent énormément avec cette vogue des contes de fées. Donc, Charles Perrault y est pour beaucoup. On pourrait se dire que c'est dommage parce que du coup il a gommé certains aspects, il a imposé dans l'esprit collectif pendant des siècles des morales écrites qui étaient attachées au conte et qui, comme si on ne pouvait pas les comprendre autrement. Sauf qu'en réalité, il a aussi permis à ces histoires-là de survivre. Si on réfléchit à la culture orale aujourd'hui, elle a malheureusement perdu énormément de place, en tout cas en Occident. S'il n'y avait pas eu ces fixations sur écrit, même si ça a pu déformer les contes originaux, est-ce qu'elle nous serait parvenue jusque-là? Pas forcément évident. Donc, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, Charles Perrault, qui permettent cette vogue des contes de fées. Et puis, dans un mouvement de va-et-vient qui va avoir lieu dans toute l'histoire du conte, qui va aussi permettre que ça revienne dans le milieu populaire. On est en permanence avec les contes dans ce mouvement où l'un et l'autre se nourrissent et où il y a vraiment une porosité, tout simplement parce que ces contes de Charles Perrault, notamment moins ceux de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, ils vont avoir tellement de succès qu'ils vont être repris par la littérature de colportage. Vous savez, à l'époque, et ça a été le cas déjà depuis l'époque médiévale, mais on a donc des colporteurs qui se baladent dans tout le royaume, qui proposent toujours de marchandises, et notamment des petits livrets, ce qu'on appelle la bibliothèque bleue, dont des choses qui sont imprimées sur des papiers qui coûtent pas cher, très fragiles, etc., et qu'on peut vendre dans les campagnes. Alors, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse lire, mais du coup, ces petits documents, ils vont être lus à la veillée, tout simplement. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait lire
dans le village, et bien, il va lire ces textes. Et du coup, ce qui était de l'oral passé à l'écrit repasse à l'oral. À nouveau relu dans les assemblées, dans les veillées, etc. Et repris par ce public qui, du coup, ce public populaire qui va réapprendre d'autres versions des contes qu'il connaissait déjà quelque part. Et on a une infinité de variantes qui se développent, parce que ce conte qui va être les contes de Charles Perrault, et ben, en revenant justement dans des différentes régions françaises, vont se reséparer en variantes. Je sais que c'est un mot qui ne peut pas trop penser à des bonnes choses actuellement, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va avoir un variant breton, un variant du sud-ouest de la France, etc., de ces différents contes, et qu'on va retrouver encore aujourd'hui. Hein. Je suis sûre qu'il y a des tas de contes français. Quand on retrouve les versions régionales, on se dit bah oui, c'est tel conte, mais simplement le lieu est différent, où on va y placer un saint local aussi. Enfin, c'est très souvent le cas pour les contes bretons. Mais donc ils vont comme ça circuler dans les différentes classes de la population. Et puis pendant ce temps, à la cour, ça perd de vitesse. Voilà, vous savez, c'est une mode tout simplement. On va changer de mode. Avant ça, on va quand même le multiplier dans plein de genres différents, c'est-à-dire que ce qui était le conte de fées, vraiment le conte merveilleux, perd assez rapidement de la vitesse, on n'en publie plus autant. Par contre, on va développer d'autres styles de contes. Les contes orientaux, pareil, quand on va être dans la grande vogue de l'orientalisme, des contes libertins, des contes moraux, hein, ce qu'on va retrouver notamment plus tard avec les Lumières, hein, comme Voltaire par exemple, bah, quelque part ça descend aussi de ça. Donc on va avoir une division dans plein de sous-genres différents, mais grosso modo ça va perdre un petit peu de vitesse au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'ils subissent une nouvelle métamorphose. Pour admirer les portraits de Gabrielle Suzanne de Villeneuve et Charles Perrault. Hop. Voilà. Donc au XVIIIe siècle, on va avoir un tournant assez décisif, puisqu'il joue un grand rôle sur la façon dont on perçoit les contes aujourd'hui. C'est l'envie de s'en servir comme d'un outil éducatif. Et ça va de pair avec notre changement dans la perception de ce que c'est qu'un enfant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, un enfant, c'est tout simplement un petit adulte. C'est un adulte en miniature, mais on ne pense pas forcément qu'il ait des besoins différents, qu'il ait des nécessités dans son développement différentes de ce qu'on pourrait proposer à un adulte. Si vous lisez par exemple tout ce qui était les petits textes adressés aux princes de différents pays, on parle à un enfant de 5 ans comme on parlerait à un adulte. En tout cas, dans notre perception contemporaine, c'est ce qu'on a l'impression. Et c'est parce qu'on percevait les enfants comme ça. Avec le mouvement des Lumières, notamment, à partir du XVIIIe siècle, et puis ça se renforcera au XIXe siècle, on va petit à petit se rendre compte que l'enfant est une personne à part entière, différente d'un adulte, qui a un stade de développement différent, qu'on a besoin d'éduquer, et à qui on doit apporter du coup des choses assez spécifiques. Et notamment dans ces récits pour lui apprendre la différence entre le bien ou le mal, comment se comporter, etc. Et du coup, ça va ouvrir une nouvelle voie au conte, puisque ce sont des histoires qui préexistent, qui sont déjà un peu connues, qui sont diffusées à l'oral, que les enfants entendent souvent, d'ailleurs, dans la nurserie, parce que sont racontées par les gouvernantes, etc. Et qui sont assez courtes, à qui on a déjà commencé à mettre de la morale, notamment chez ce cher Charles Perrault, et qui du coup pourraient servir parfaitement comme outil éducatif. Il y a juste un petit problème à ça, c'est que le conte, on l'a beaucoup teinté de merveilleux avec la vogue des contes de fées, et le merveilleux et l'esprit de raison, ça marche pas très très bien ensemble. L'imagination, croire aux fées, croire à la magie, etc., ça commence à avoir assez mauvaise presse, et on a l'impression que ça peut d'autant plus être dommageable pour les enfants qui ont du coup cet esprit malléable, et à qui on dit mais si on leur fait croire des choses comme ça, ils pourront plus discerner le vrai du faux, ils sauront plus où est la réalité, et ils vont devenir fantasques, ils vont devenir des artistes, imaginez la catastrophe. Donc ça commence à avoir un peu mauvaise presse, et du coup on décide plutôt d'épurer le côté merveilleux des contes pour qu'ils nous servent
en tant qu'outil justement éducatif. Alors, une des figures qui est très importante dans cette nouvelle mouvance, c'est quelqu'un qui va reprendre le récit de La Belle et la Bête, justement, et qui s'appelle Madame Le Prince de Beaumont, et qui, du coup, elle a été gouvernante, hein, c'est une éducatrice, hein, c'est son métier, elle a été gouvernante dans des très grandes familles, et elle utilise son expérience avec des enfants de familles aristocratiques, etc., pour composer son recueil qui s'appelle Le Magasin des enfants, avec une idée en tête: je reprends des récits, je reprends des contes, mais il faut qu'ils aient une morale et il faut surtout qu'ils puissent me servir comme exemple pour apprendre aux enfants le bien, le mal, la bonté, la générosité, la place de chacun. D'ailleurs, à la fin de ces contes, il y a toujours des passages où la gouvernante explique aux enfants comment ils doivent comprendre le conte. Parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils le comprennent d'une mauvaise manière. Il ne faut surtout pas leur laisser cette liberté-là. Et donc elle va reprendre notamment La Belle et la Bête, et on lui doit la version que l'on connaît le plus. Puisqu'en fait, celle de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, elle a été assez peu diffusée, elle est beaucoup plus longue, et elle est assez différente dans le sens où il y a tout un long passage dans le palais où elle rêve à de nombreuses reprises d'un prince qui se révélera être en fait l'image personnifiée de la bête sous sa forme humaine, mais elle discute avec lui dans ses rêves, et c'est très onirique, il y a même des passages assez sensuels dans le sens important pour les sens, qui du coup ça s'appelait pas du tout à Madame de Beaumont, imaginer une idylle onirique, etc., ça lui plaisait pas du tout. Et donc elle va raccourcir le récit, et surtout elle va le manichéiser, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, elle va vraiment le rendre très facile à comprendre au niveau des notions de bien et de mal, c'est-à-dire que c'est elle qui va vraiment créer ce personnage de belle qu'on peut avoir en tête, de jeune fille pure, de jeune fille très innocente, etc., surtout en opposition avec ses sœurs, ses demi-sœurs. Ils sont souvent présentés comme des pestes, etc. Et bien c'est Madame Le Prince de Beaumont qui crée ça. Il n'y a pas du tout ça dans la version de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. L'idée de Madame de Beaumont, c'est vraiment de dire que voilà, belle, c'est le parangon de la femme parfaite de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est belle physiquement, elle est toute de bonté, etc. Et elle s'oppose à tout ce qu'il peut y avoir de laid dans le monde. Elle va faire un récit beaucoup plus court, elle va enlever aussi toute la partie fin sur, du coup, en fait ils étaient princes et princesses, etc. Bon, elle estime que ça ne sert pas forcément à grand chose. Et elle va vraiment insister sur quelle qualité doit avoir une jeune fille pour justement être une femme idéale selon ses critères à elle. Et c'est cette version courte qui va nous parvenir. Elle va enlever toute la partie sur les rêves, etc. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle va vraiment l'utiliser plutôt dans cette version très très moralisatrice. Et ça va être une des pionnières, puisque par la suite, fin 18e, début 19e, on va avoir des personnes comme Madame de Ségur, par exemple, qui vont continuer vraiment dans le conte moral de ce point de vue-là. Et alors là, le merveilleux, on peut toujours le chercher, il a complètement disparu. Voilà. On l'enlève complètement, on a décidé, c'est vraiment définitif que ça peut nuire aux enfants d'avoir trop d'imagination, etc. Donc on le retire. Quand je vous dis ça, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère, hein. C'est vraiment, on retrouve des déclarations assez fortes à l'époque sur les dangers de l'imagination. C'est-à-dire que ces autrices-là, elles déclarent ouvertement: jamais je ne lirai de contes de fées à mes enfants. Il ne faut pas, ça les pervertit. Et on peut retrouver des articles de journaux à l'époque qui parlent de faits divers, par exemple de jeunes filles qui se seraient jetées sous des trains, etc. Et on met en cause la lecture de romans, la lecture d'aventures fantasques, encore pire pour les femmes que pour les hommes, bien évidemment. Donc c'est vraiment cette idée-là, le merveilleux, ça pervertit les esprits, ça fait perdre la notion de la réalité, ça rend les gens fantasques. Donc, après les avoir un peu expurgés des contes, on les élimine totalement. Et chez Madame de Ségur, on n'en a plus de contes merveilleux. Voilà. Et là, on va arriver au dernier grand tournant pour les métamorphoses du conte. Ça va être au 19e siècle, où là, on va avoir beaucoup de choses en parallèle, mais on va avoir d'une part le fait de prendre les contes comme une matière en elle-même, de sujet d'étude,
C'est-à-dire que ça sera plus seulement un genre littéraire, mais quelque chose qu'on va chercher à étudier, avec notamment l'essor du folklorisme. On va s'intéresser à ces contes pour savoir d'où ils viennent et ce qu'ils racontent sur les sociétés. Alors on pense souvent aux frères Grimm dans ces cas-là, on pense à eux comme des collecteurs de contes. Alors il ne faut pas du tout s'imaginer qu'ils ont fait ça de façon scientifique comme on pourrait le voir actuellement, c'est pas des ethnologues du tout. À la base, c'est des linguistes qui sont très intéressés par la poésie allemande et qui vont recueillir des récits, mais la plupart du temps, ils vont se contenter de demander aux gens lettrés autour d'eux de leur écrire par correspondance des contes ou d'aller interroger des familles comme ça. Ils ne vont pas du tout partir dans la campagne, toquer chez les conteurs et les conteuses pour leur demander des contes. Non, ce n'est pas du tout le cas. On est dans des prémices d'une recherche sur les contes. Mais ça va faire des petits, et au fur et à mesure que la discipline va se développer, qu'on va voir l'ethnologie notamment, et la linguistique qui vont se développer, il y aura des recherches de plus en plus poussées pour collecter les contes des différents pays. Parallèlement à ça, le conte va devenir aussi une matière d'auteur. Et là, on passe à d'autres très grands personnages qui ont marqué aussi les contes. On va avoir des personnages comme Dickens, Charles Dickens, comme Christian Andersen, par exemple, comme Collodi. Alors c'est un peu particulier pour Collodi, puisqu'on est plus dans le conte pédagogique que dans le conte d'auteur. Mais donc des personnes qui soit s'inspirent au départ de contes populaires, soit pas du tout. Andersen, il a très très peu de ses contes qui finalement étaient des contes qui préexistaient. La plupart du temps, c'est lui qui les crée, La Reine des Neiges par exemple, et qui du coup vont permettre à des auteurs de se situer dans cet écrin d'un récit universel et intemporel, mais pour faire des écrits très très personnels et qui vont parler d'eux. Les contes d'Andersen, c'est sa vie. D'ailleurs, il a écrit une autobiographie qui s'appelle Le conte de ma vie. Vous lisez les contes d'Andersen, vous pouvez avoir différentes lectures, mais vous retrouvez en fond tous ces tourments, tout ce qui le mine, tout ce qu'il a envie d'exorciser, tout ça c'est présent dans les contes d'Andersen. Évidemment, cette variation du conte qui devient quelque chose de plus personnel et qui devient un travail d'auteur, c'est énormément influencé par le romantisme au XIXe siècle, qui cherche à parler à la fois des sentiments personnels, mais en s'inspirant des grands récits mythologiques, en recherchant dans ce qui a pu se faire à l'époque médiévale, etc. C'est un mouvement qui va jouer beaucoup dans l'apparition de ce conte d'auteur. Le conte va aussi rester un outil pédagogique pendant tout le XIXe siècle, notamment avec le développement de l'instruction publique, parce que dans les écoles, il va falloir justement qu'on ait un peu des manuels, etc., et des récits pour apprendre les enfants à lire, et les contes de fées vont énormément servir pour ça. Vous avez peut-être déjà vu, vous savez, ces livres de prix qui se faisaient encore beaucoup dans les années 50-60. C'était très souvent des très belles éditions illustrées des contes de fées. C'est la suite logique de tout ce qui a pu se faire au XIXe siècle, avec ces très beaux livres illustrés de contes aussi, notamment par les éditions Hachette et Hetzel, où on récompensait le travail scolaire des enfants, justement par le conte de fées, et parce qu'on pouvait continuer à faire ce travail moral pour former cette fois-ci des petits citoyens laïcs qui avaient déjà des bonnes notions de ce que c'est que d'être un bon citoyen. Pinocchio, par exemple, de Collodi, alors avec beaucoup de satire, parce que Collodi est un personnage assez ambivalent, mais c'est l'œuvre aussi de quelqu'un qui a été un grand producteur de manuels scolaires pour l'Italie au moment de sa réunification, et qui parle aussi justement de cette nécessité d'avoir des récits qui rassemblent une nation en entier et qui montrent les différences entre le bien et le mal. Même si bien évidemment, il y a beaucoup plus de subtilité de ça pour Pinocchio. Et puis, donc tout ça va exister en parallèle et existe toujours aujourd'hui. On a toujours des contes d'auteurs, on a des auteurs du XXe, du XXIe siècle qui ont écrit leurs propres contes. Marcel Aimé, par exemple, Italo Calvino, des choses qui sont peut-être moins connues de façon universelle, mais qui ont aussi marqué la littérature. On a toujours un champ de recherche très important pour les contes et qui s'est même étendu énormément, puisqu'on va avoir des approches historiques, des approches psychanalytiques. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'un ouvrage qui avait énormément parlé de lui à l'époque, mais
encore aujourd'hui, puisque je m'en souviens qu'on me l'avait cité quand j'étais au lycée, c'est la psychanalyse des contes de fées de Bettelheim, qui a été beaucoup remis en cause depuis, parce que c'est toujours très caricaturé, hein, la vision freudienne des contes. On va toujours dire oui, mais c'est très facile comme explication, on met la mort et la sexualité sur les interprétations de tous les contes. Alors, si on lit Bettelheim, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, il n'impose pas un sens précis à chacun des contes. Au contraire, il dit que c'est l'enfant qui va y projeter ce qu'il a besoin d'y projeter. Et ce qu'il voulait surtout, c'est que ça sert de thérapie pour les enfants qui avaient des difficultés psychologiques, tout simplement dans le fait de pouvoir se rendre compte qu'on peut triompher des épreuves de la vie, ce qu'on apprend dans les contes classiques, que ça va être dur, qu'on va subir des pertes, des deuils, etc., de la violence, mais qu'on peut s'en sortir. Et puis qui permet aussi de voir à l'enfant que ces pulsions qui lui font le plus peur, justement, elles sont normales. Voilà. Quand on est petit, on peut avoir des réactions très violentes par rapport à ce qui nous entoure. On peut avoir envie de tuer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de très mauvais pour nous, même si on n'arrive pas à le prononcer comme ça. Et on peut se dire on est un monstre de réagir de cette façon-là. Les contes vont apprendre aux enfants que les réactions violentes, les pulsions, font partie aussi de l'être humain. L'enfant est encore plus un être de désir, et que c'est normal et qu'il faut apprendre à les gérer, etc. Voilà, donc ça a été beaucoup caricaturé, mais il y avait un principe de départ assez intéressant dans l'utilisation des contes, et qui d'ailleurs disait qu'il ne fallait justement pas les expurger de la violence, comme on a tendance à le faire beaucoup aujourd'hui, parce que ça donnerait l'impression aux enfants, quand ils ressentent eux-mêmes de la violence, qu'ils ne sont pas normaux. Voilà. Donc, ce que je trouve un point de vue assez intéressant. Donc la psychanalyse, l'approche historique sur l'origine des contes, des dizaines, des centaines de théories. Est-ce qu'on a une origine commune indo-européenne? Est-ce qu'on peut classer tous les contes selon une classification, notamment celle du conte type, qui a été mise au point, donc avec toute une série de chiffres et de lettres pour rassembler des contes qui paraissent très différents, mais en représentant des points communs, en se disant, voilà, tous les contes en fait partent d'une même racine, que ce soit n'importe où dans le monde, et on peut les classer de cette façon. Des approches complètement inverses qui vont, et c'est plus le cas actuellement dans la recherche, essayer de retrouver les particularités culturelles des contes, et au contraire dire non, c'est pas universel, les variations qu'on observe, elles sont pas anecdotiques, elles sont au contraire très importantes, parce qu'elles sont là pour représenter des rites anciens qu'on a perdus, parce qu'elles sont là les témoins d'une société ancienne qu'on a perdue, donc complètement l'opposé. Donc énormément d'approches différentes, et qui des fois sont contradictoires, mais qui sont extrêmement intéressantes sur la façon de voir les contes. Également des remises en cause. Des remises en cause parce que aujourd'hui, et c'est souvent aussi ce qu'on voit, on peut voir les contes, et en particulier les contes traditionnels comme les contes de Perrault et Grimm, etc., comme des histoires véhiculant des valeurs passéistes. Ça, on en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément de réécriture. Alors ça ne date pas de maintenant, ça se fait déjà depuis post-mai 68. On avait déjà eu des classiques de la littérature qui avaient été revisités par des grands auteurs jeunesse comme Tommy Ungerer par exemple, qui avait fait une version humoristique de La petite fille aux allumettes. Roald Dahl aussi a réécrit des contes où le petit chaperon rouge, je crois, met une balle dans la tête du loup. Voilà, des choses qui pour essayer vraiment de renverser les choses. Et on continue à le faire aujourd'hui en disant voilà, les contes, faut pas qu'ils enseignent qu'une princesse doit toujours être sauvée, que la femme doit être passive, qu'il y a beaucoup de valeurs qui seraient transmises et qui seraient à remoderniser. Et ça va même jusqu'à le grand chantre du conte dans la culture populaire actuelle qui est Walt Disney. Walt Disney qui s'est quand même spécialisé dans les adaptations de contes depuis son tout premier long métrage d'animation, Blanche-Neige, et qui, si vous remarquez bien aujourd'hui, n'en fait quasiment plus. Toutes les productions à Disney qui sortent à des contes, ou alors se sont plutôt inspirées de contes traditionnels qui sont d'autres pays, et qui sont énormément remaniés, et puis il va même jusqu'à reprendre les concepts qu'il avait lui-même mis un peu en avant dans ses longs métrages d'animation, donc avec la facilité d'identifier les bons, les gentils, etc., en s'en moquant. Si on reprend par exemple le film qu'ils ont sorti il y a quelques années, Il était une fois, c'est une critique, une autocritique
de cette vision un peu trop parfaite de le prince, la princesse se rencontrent, ils sont amoureux toute la vie ensemble et ils ont beaucoup d'enfants. Et là, on reprend le principe avec un couple divorcé au début, une princesse de contes de fées, littéralement de contes de fées, puisqu'elle débarque d'un monde de dessins animés de contes de fées, qui débarque dans le monde réel. Est-ce qu'on se rend compte que tout n'est pas tout beau, tout propre, qu'on peut se séparer, qu'on peut avoir des difficultés dans la vie, se retrouver au chômage, qu'on ne peut pas passer juste son temps à chanter, etc. Donc même Disney, qui a pourtant participé à populariser cette image du conte comme une petite historiette mièvre, naïve, avec pas beaucoup de profondeur, même si, encore une fois, ça peut être qu'une analyse en surface, et bien se dit non, le public actuellement se rend bien, enfin, ne veut pas ça, il veut qu'on réintroduise de la réalité, du réel, quelque chose qui du coup pose du cynisme, en tout cas, sur ces contes traditionnels. Et ça, c'est assez intéressant à voir comme évolution. Et du coup, ces contes qui ont survécu pendant très longtemps sous cette forme écrite, c'est toujours le cas, hein, les albums de contes, ça marche toujours très bien en librairie ou en médiathèque, et bien, ils sont aussi développés sous d'autres supports, et notamment le support audiovisuel. J'ai parlé de Walt Disney, hein, c'est pas un des premiers à mettre en scène des contes. Hein. Les contes, en fait, ils ont été mis en scène dès les tout débuts du cinéma. Le cinéma muet, on a déjà des adaptations de contes, encore une fois, sur ce même principe de les gens connaissent déjà les histoires. Voilà. Elles sont assez courtes en plus. Donc, on va pouvoir les mettre à l'écran de cette façon-là. Et ça continue encore aujourd'hui, puisque des adaptations de contes, il y en a qui sortent, alors je ne pourrais pas dire tous les ans, mais très très régulièrement. On serait quand même retrouvé en 2012 avec 2 versions film de Blanche-Neige qui sortent la même année. Voilà. Donc à quel point c'est encore des histoires qu'on a envie de réinventer et de remettre au goût du jour, ou alors à la sauce de l'auteur, du réalisateur qui a envie de leur donner un propos particulier.